Donc, je tiens à remercier d'abord tous ceux qui sont là. Vous m'honorez vraiment de votre présence. Ça me réjouit de voir que ces thèmes sont aussi importants pour vous, pas seulement pour moi, mais aussi pour vous. Et je demanderai à chacun de partager cela autour de soi, quoi. Pourquoi? Pour que beaucoup de personnes soient au courant qu'il est nécessaire d'avoir une alimentation saine et un mode de vie euh, sain aussi, juste pour notre santé. Donc, je vais commencer avec la présentation. Tout le monde voit bien? Oui, oui. Oui. Super. Oui. OK. Bon, le thème d'aujourd'hui, c'est les maladies nutritionnelles et les aliments alliums. En fait, c'est la suite du thème de la dernière fois que nous avons vu. J'avais invité la dernière fois le docteur Takam, qui est chirurgienne viscérale et qui a travaillé dans beaucoup d'organisations et dans beaucoup de pays. Elle nous parlait des maladies nutritionnelles, c'est-à-dire des maladies liées à la mauvaise nutrition. Et puis, on nous parlait des causes, des conséquences, des complications. Et ceci, ce n'est que la suite du thème de la dernière fois. Pour ceux qui n'avaient pas pu être là, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube, Health at the Beginning, ou bien sur mon site internet www.healthatthebeginning.com. Et comme je le disais plus tôt, pour toute question liée à ce thème ou en général, priez d'écrire dans le chat et à la fin de la présentation, je répondrai. Merci. Un instant. OK. Donc, le sommaire d'aujourd'hui, c'est ceci. Nous allons faire un bref rappel des maladies que nous avons évoquées la dernière fois. Ensuite, nous allons parler des aliments alliums. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, le mode d'emploi, dans quel cas utiliser, dans quel cas ne pas les utiliser. Et enfin, des astuces très simples qu'on peut insérer dans notre régime santé. Qu'en est-il des maladies nutritionnelles? Nous avions parlé de 6 maladies la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons juste faire un bref rappel, tels que les maladies cardiovasculaires et les cancers. Ce sont les 2 premières grandes causes de mortalité dans le monde. Nous pouvons voir dans le diagramme de Burden of Disease by Cause de 2017 que ces maladies ont les 2 premiers rangs, tout simplement. Ensuite, dans le diagramme Nutritional Disease, nous avons vu aussi la dernière fois que les maladies cardiovasculaires, les cancers, les crises cardiaques, si on veut, font partie de près de 60% des maladies mortelles. Et ça, c'était même déjà dans les années 2000. Dans le dernier diagramme, nous pouvons voir une évolution de ces maladies, dites maladies nutritionnelles, et avec des maladies comme maladies cardiovasculaires, les cancers. Nous voyons une grande augmentation entre les années 1970 et les années 2000. Lorsque nous faisons la comparaison des 10 principales causes de mortalité des années 2000 aux années 2016, nous observons que les maladies cardiovasculaires, les maladies cardiaques ont augmenté de près de 1,5 million de décès en plus, de même que les accidents vasculaires cérébraux. Et en 2016, les 2 maladies ont fait une apparition parmi les 10 premières maladies mortelles, à savoir les maladies de démence comme l'Alzheimer et d'autres démences et les diabètes sucrés. Cela montre en fait combien l'alimentation a changé avec le temps et au travers de cela, de nouvelles maladies, disons pas de nouvelles, mais des maladies qui étaient avant
pas si mortelles deviennent subitement mortelles pour la plupart des gens. Les maladies dont nous avons parlé la dernière fois sont l'anémie, l'hyperlipidémie, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les causes, les complications, vous les trouverez dans ma vidéo précédente sur ma chaîne YouTube ou sur mon site Internet. Parlons maintenant des aliments alliums. Qu'est-ce que c'est qu'un aliment allium et comment est-ce qu'il agit dans le corps? En fait, lorsqu'on parle d'allium dans la botanique, il s'agit juste d'un groupement de plantes de la famille des Liliacées. C'est tout simplement des plantes vivaces, des plantes herbacées qui forment une ombelle ici, au-dessus d'une hampe. C'est tout. Et le mot allium vient en fait du latin et signifie en fait brûlant ou âcre, qui sont les propriétés de l'ail. Parmi les aliments allium que nous connaissons, nous allons parler de l'oignon, de l'échalote, de l'ail, du poireau, de la ciboule et de la ciboulette. Ce sont des aliments que nous rencontrons tous les jours lorsque nous allons au supermarché ou au marché et que nous avons même dans nos cuisines. Nous allons commencer par l'oignon. L'oignon qui est dans le latin allium cepa. L'oignon, pour ceux qui cultivent l'oignon, c'est une plante qui peut atteindre 100 cm de hauteur. Et lorsqu'on la laisse gerber longtemps, nous pouvons observer aussi cette ombelle ici au-dessus de la hampe. Et la partie que nous consommons, c'est naturellement les écailles charnues. J'aimerais aussi encourager chacun à cultiver l'oignon dans sa cuisine. Et j'explique comment. Il suffit juste de couper l'oignon ici à sa tige très courte, tremper dans de l'eau. Et après quelques jours, les racines sortiront ici et un petit bourgeon va se former et de la mettre sous terre. En ce qui concerne l'ail, tout comme l'oignon, il fait partie des aliments comestibles allium. Et il a aussi, lorsqu'on le laisse germer longtemps, une ombelle au-dessus de sa hampe. La partie consommée ou utilisée en phytothérapie, c'est-à-dire la thérapie avec les plantes ou en cuisine, c'est naturellement les gousses. De même pour le poireau. Le poireau a, tout comme l'oignon, une bulbe, mais on ne peut pas considérer cela comme une bulbe parce qu'elle est allongée. Et de même, chacun de nous peut cultiver cela dans sa cuisine. Même lorsqu'on coupe le poireau au niveau de sa tige, nous pouvons tremper cela dans de l'eau et lorsque les racines sortent et un bourgeon, nous pouvons mettre sous terre et l'utiliser. Comment est-ce qu'ils agissent dans le corps? Avant de parler de l'action de ces aliments allium dans le corps, il est important de savoir même d'abord comment les vitamines agissent dans le corps. Nous avons les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Et chacun de ces substances sont primordiales pour le corps. Le corps humain a besoin de cela pour son bon fonctionnement. Commençons par la vitamine A. La vitamine A, qu'on appelle aussi rétinol, favorise la reproduction des cellules dans le corps. Sa principale fonction est la synthèse de certaines hormones et la stimulation de l'immunité. Elle contribue aussi à la croissance osseuse et dentaire. Elle contribue à la santé des cheveux et de la peau. On trouve principalement cette vitamine aussi dans les fruits, les légumes et dans certains aliments d'origine animale comme le beurre, l'œuf ou certains laits. Ensuite, nous avons les vitamines hydrosolubles, à savoir la vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 et la vitamine C. Ce sont des coenzymes qui interviennent notamment dans le métabolisme et la synthèse des globules rouges est très important dans le bon fonctionnement du cœur, du système nerveux et des muscles. Elles sont présentes aussi dans les fruits, les légumes.
Ensuite, nous avons la vitamine D. La vitamine D renforce les os et permet au corps d'absorber le calcium et le magnésium. On la trouve aussi dans les poissons, comme les poissons gras comme la sardine. Mais une manière efficace de la synthétiser est de s'exposer au soleil, de préférence le matin. C'est-à-dire pour ceux qui font par exemple du sport du matin, le matin, que ce soit de la marche ou de la course, c'est très bien. Ensuite, nous avons la vitamine E. La vitamine E protège les cellules des dommages de l'oxydation grâce à sa propriété antioxydante. Elle est présente dans les noix, les amandes, les noisettes, les abricots et aussi dans l'œuf. La vitamine K joue un rôle fondamental dans la coagulation sanguine. Les légumes verts foncés tels que le brocoli et les épinards en contiennent en quantité considérable. Enfin, pour les vitamines, nous avons la vitamine K2. Elle prend part à la minéralisation osseuse. Elle se trouve dans les produits aussi fermentés. Continuons avec les minéraux et les oligoéléments. Nous avons le calcium. Le calcium est le minéral le plus abondant du corps humain, environ 1 kg chez l'adulte. Sa fonction principale est celle d'édification et de renouvellement du squelette. Environ 99% du calcium contribue en effet à la formation et à la solidité des os et des dents. La faible part de calcium extra-osseux, c'est-à-dire les 1% qui restent, est toutefois tout aussi importante dans la vaste réserve squelettique, puisqu'elle intervient dans de multiples fonctions indispensables telles que la contraction musculaire et cardiaque, la coagulation sanguine, les échanges cellulaires, la perméabilité membranaire, la libération d'hormones et la transmission de l'influx nerveux. À tout âge, il est donc indispensable d'assurer une couverture permanente et suffisante des besoins en calcium. Le magnésium, dont la moitié du capital se situe dans le tissu osseux, lui, il joue un rôle dans les cellules, dans la transcription de l'ADN, dans le système immunitaire. Son rôle est aussi dans le fonctionnement normal des cellules, dans la transmission de l'influx nerveux, mais surtout aussi dans la régulation du rythme cardiaque. Parlons du phosphore. Le phosphore constitue avec le calcium et le magnésium la masse minérale du squelette osseux. C'est également un composant essentiel de toutes les cellules et membranes biologiques. Il intervient dans la mise en réserve et le transport de l'énergie. Il est nécessaire au fonctionnement des nerfs et des muscles. Et lorsque je parle des muscles, je parle aussi du cœur, puisque le cœur est un muscle. Brenda. Ensuite, l'iode. L'iode est indispensable à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Le zinc est essentiel à l'activité de plus de 200 enzymes. Il a donc pour multiples rôles. Premièrement, le métabolisme des protéines et des graisses. Il permet la production des prostaglandines à partir des acides gras tels que l'oméga 3 et l'oméga 6. Il a une action antioxydante. Il stabilise diverses hormones telles que l'insuline, la glutamine et la thymuline. Il est indispensable aux défenses immunitaires. Il contribue au bon état de la peau et des cheveux. Il est important pour la croissance. Le sodium détermine l'équilibre hydrique de l'organisme et l'hydratation des cellules. Il joue un rôle essentiel dans la contraction musculaire, c'est-à-dire le cœur. Il joue un rôle dans le maintien de l'équilibre acido-basique lorsqu'on parle de pH. Et il joue aussi un rôle dans l'excitabilité normale des muscles. Le potassium est nécessaire dans le fonctionnement normal des cellules, des nerfs et des muscles.
Une fois qu'il est associé au sodium, le potassium a de nombreuses actions dans l'organisme. Son action se fait à l'intérieur des cellules nerveuses et musculaires ainsi que dans le sang. Le potassium permet la contraction des muscles, comme j'ai dit tout à l'heure, du cœur. Il agit aussi sur tous les muscles. Le potassium est donc essentiel à la santé cardiovasculaire. Il a également un rôle au niveau des protéines et des glucides. Enfin, nous parlerons du manganèse. Le manganèse entre dans la structure de nombreuses enzymes, en particulier la superoxydémutase, impliquée dans les défenses antioxydantes. Il participe à la production de l'insuline. L'insuline est une hormone régulatrice de la glycémie. Pour ceux qui sont diabétiques, ils peuvent comprendre directement ce que je veux dire, puisqu'ils sont toujours obligés de mesurer le taux de glycémie dans le sang. Et il a été montré par des travaux récents que le manganèse participe aussi à la formation osseuse. Il aurait un effet protecteur de l'os et avoir un statut correct pourrait participer à la prévention de la déminéralisation osseuse chez la femme ménopausée. Naturellement, après avoir compris le rôle de ces vitamines, minéraux et oligo-éléments, regardons maintenant notre oignon dans notre cuisine. J'espère au travers de cela que chacun regardera ces aliments apparemment simples comme des miracles. L'oignon, pour 100 grammes d'oignon, notons qu'un gros oignon est environ 100 grammes. Pour 100 grammes d'oignon, nous avons 44 calories seulement. Nous avons 1,9 g de fibres. Nous avons des protéines, 1,2 g de protéines. L'oignon seulement fournit 12% de l'apport en vitamine C. Juste 100 grammes, c'est-à-dire juste un gros oignon fournit déjà 12% de l'apport de vitamine C. Et sa quantité de potassium a un effet très positif, pas seulement sur le cœur, mais sur les vaisseaux. Nous verrons cela plus tard. L'oignon contient tout aussi du phosphore, du calcium, près de 10 mg de magnésium, du sodium, du fer, du zinc, du manganèse et aussi du cuivre. À côté de cela, nous avons toutes les vitamines présentes dans l'oignon. Quels sont donc les bienfaits de l'oignon? L'oignon aide à prévenir les maladies cardiovasculaires. Ces maladies regroupent un ensemble de pathologies dont nous avons parlé la dernière fois, comme l'infarctus, les angines de poitrine, l'athérosclérose. L'oignon contribue à réduire le taux de glycémie. Le diabète, qui est une maladie maintenant très courante, je prierai, s'il te plaît, de couper le son. Merci. Le diabète, qui est une maladie courante maintenant, se caractérise par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire le sucre ne peut pas être bien géré dans le corps. Et d'après des chercheurs, la consommation d'oignons rouges peut s'avérer bénéfique pour ceux qui souffrent d'hyperglycémie. Ces légumes, ces oignons, aideraient à réguler le taux de glycémie dans le sang et pourraient constituer une supplémentation intéressante pour les personnes qui souffrent de diabète. L'oignon aide à perdre du poids. Comment? Vu qu'il est riche en fibres et très peu calorifique, il peut être remplacé lorsque c'est des envies lorsqu'on a faim, tout simplement. On peut consommer l'oignon à la place. Et selon les conclusions d'une étude, la consommation d'huile d'oignon permettrait d'augmenter le métabolisme, de brûler plus de graisse, au travers de cela de perdre des kilos en trop, des kilos supplémentaires.
L'oignon aiderait aussi dans la diminution de l'agrégation plaquettaire. J'explique. Une étude britannique a permis de savoir que les personnes consommant une soupe à l'oignon chaque jour voyaient l'agrégation plaquettaire diminuer. En d'autres termes, le sang circule mieux. Cette action pourrait être due à l'addition des antioxydants et des composés sulfurés de l'oignon. D'autre part, si les oméga-3 réduisent le cholestérol, on sait aussi que le potassium, qui réduit les excès de sel dans l'organisme, protège le cœur et les artères. L'oignon permet d'élargir les veines cardiaques, il fluidifie le sang et prévient l'embolie. Il aide à renouveler les cellules et c'est avec tous ces effets que l'oignon protège les veines face à l'athérosclérose et renforce le cœur. Et enfin, je parlerai aussi d'un truc très important. L'oignon aide à combattre le cancer. Le docteur Richard Béliveau, spécialiste du cancer, a fait des études et il explique ceci. Selon les connaissances acquises jusqu'à présent, il est de plus en plus certain que les composés de l'oignon peuvent freiner le développement des cancers en ciblant au moins 2 processus impliqués dans la croissance de cette tumeur. D'une part, il pourrait prévenir l'activation des substances cancérigènes en diminuant leur réactivité. D'autre part, ils sont également capables de réduire la propagation des tumeurs en interférant avec le processus de croissance de ces cellules cancérigènes, ce qui provoque leur mort en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que les études menées jusqu'à maintenant montrent en fait les propriétés anti-cancer de l'oignon lorsqu'on le consomme régulièrement. Et dans quel cas? Dans le cas de la réduction du risque de cancer de côlon, du cancer du larynx, des ovaires, du cerveau, de l'estomac, de l'œsophage et enfin de la prostate. Et les recherches qui ont été menées ne portent pas sur une variété bien particulière, mais plutôt sur l'oignon. Et plus l'oignon est coloré, plus il est riche en antioxydants. Et enfin, on sait que les molécules responsables de ces effets anticancérigènes sont libérées par le bris mécanique des légumes, c'est-à-dire il vaut mieux consommer l'oignon frais ou haché dans nos préparations, c'est-à-dire à cuire totalement l'oignon, y perd la majorité, mais autant que possible, manger une certaine quantité d'oignons frais par jour. L'oignon apporte aussi de l'acide folique, ce qui est très important pour la femme enceinte. Et enfin, l'oignon fortifie les os. L'oignon atténue les symptômes prémenstruels parce qu'ils sont riches en manganèse. Et il y a des études aussi par rapport à cela qui ont été faites aux États-Unis et qui a montré que les femmes dont le régime alimentaire était riche en manganèse souffraient moins de sautes d'humeur et des maux de ventre. Parce que l'oignon est riche en manganèse, il est aussi très bien dans ces cas-là. L'oignon réduit l'hypertension artérielle car il contient de la quercétine qui agit justement positivement sur les vaisseaux sanguins. Est-ce qu'on peut couper les micros, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Continuons avec l'ail. L'ail, pour 100 grammes d'ail, nous avons presque toutes les vitamines. Je dis bien presque toutes les vitamines. Pourquoi? Parce que tout ce qui lui manquerait, serait la vitamine E. L'ail est très sulfuré. Et puis bon, excusez, j'avais mis valeur nutritionnelle de l'oignon, mais il s'agit en fait de l'ail.
L'ail est très sulfuré et cette qualité lui donne d'agir puissamment dans le corps. Comment est-ce que l'ail agit dans le corps? Pour ceux qui sont, par exemple, sujets à des crises d'hypertension, il est préférable de croquer une gousse d'ail au petit déjeuner. Naturellement, on peut prendre autre chose pour la laine, mais il lutte puissamment aussi pendant les crises d'hypertension. L'ail est aussi bien antiseptique, anti-inflammatoire, anti-cholestérol. Il est bon pour le cœur, il régule les hormones, il lutte aussi contre l'acné. Et grâce à ses acides phénols, l'ail agit comme un antiseptique puissant du système digestif et de l'appareil respiratoire. Son effet fluidifiant sur le sang, sa capacité à dissoudre les petits caillots freinerait l'évolution de l'athérosclérose. Par ailleurs, ses principes actifs soufrés dilateraient les artères coronaires, contribuant à prévenir l'angine de poitrine. Consommé régulièrement, il aiderait à prévenir le cancer de l'estomac et serait efficace contre les vers intestinaux. En résumé, c'est pour dire que l'ail est un aliment incontournable, comme l'oignon. Que l'on soit malade ou pas, il est préférable de consommer de l'ail tous les jours. Et lorsque je parle de consommer de l'ail, je parle de l'ail frais. Qu'en est-il du poireau? Le poireau est gorgé de vitamines et de minéraux. Et pour le consommer, si on veut le faire cuire, il est préférable de le faire cuire à la vapeur plutôt que dans l'eau, afin de préserver un maximum de minéraux et de vitamines durant la cuisson. Pour 100 g de poireaux cuits, qu'avons-nous? Nous avons 1,2 g de lipides, 0,1 g de glucides, nous avons de l'eau, mais surtout, nous avons beaucoup de fibres. Nous avons près de 91,5 g de fibres pour 100 g de poireaux. Le poireau est tout aussi riche en vitamine B6, B9, vitamine C, en bêta-carotène, en calcium, en fer, ce qui fait de lui aussi un aliment incontournable pour maintenir une santé saine. Le poireau est riche en eau, ce qui lui permet de participer aussi à nos besoins hydriques journaliers. Il est riche en potassium et pauvre en sodium, ce qui lui donne un rôle diurétique très important. Le poireau est riche en fibres qui vont permettre de stimuler et régulariser le système intestinal. Source de vitamine B9, il assure le renouvellement cellulaire, très intéressant pour les femmes enceintes, pour le développement du fœtus et chez les enfants en croissance, ainsi que chez les personnes convalescentes. Par exemple, celles qui ont eu du cancer ou bien ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui suivent des séances de chimiothérapie. Donc, lorsque notre corps est en choc à cause d'une maladie ou d'une opération, cette vitamine B9 est très importante et on la trouve aussi en grande quantité dans le poireau. Le poireau est une source de vitamine B6 qui joue un rôle sur l'énergie, le système nerveux, la synthèse des protéines, la formation des globules rouges et la réduction de la fatigue. Le poireau est aussi une source de vitamine C qui stimule le système immunitaire, participe à la formation du collagène, qui est important pour la cicatrisation, et au bon fonctionnement du système nerveux. Il stimule aussi l'absorption du fer. Il contient des composés sulfurés et des antioxydants qui lui permettent de prévenir certains cancers. Nous voyons bien que Flora, sur ces quelques aliments cités, Flora. est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Ouais, Flora, je voudrais te prier, s'il te plaît, de couper le micro de certaines personnes. Ah, OK. Il y a des personnes
qui a le micro depuis allumé, ça perturbe le meeting. D'accord, je coupe. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? C'est bon? OK. Oui, désolée. Bon, je disais tantôt que ces 3 aliments cités, l'oignon, la ciboulette, le poireau, l'ail, nous voyons bien que ce sont des aliments incontournables pour maintenir une santé saine et même pour ceux qui sont malades, pour rapidement, ou bien pour aider notre corps à retrouver la santé tout simplement. Comment utiliser donc ces aliments? Premièrement, pour ceux qui ont des troubles de coagulation, priez de ne pas manger en excès et j'expliquerai plus tard la quantité à manger généralement. Pour ceux qui souffrent d'hypoglycémie, je dirais la même chose pour ceux qui ont des allergies, parce qu'il est possible d'utiliser l'oignon sur la peau pour soigner certaines maladies, disons ça comme ça, de la peau. Et enfin, pour ceux qui ont des estomacs ou intestins très irritables. Comment consommer l'oignon? Nous devons savoir qu'un gros oignon a environ 100 grammes. Pour des enfants de 3 à 6 ans, il est conseillé de consommer maximum 100 grammes. Maximum. En deçà, c'est bon. Pourquoi? En fait, lorsque je dis consommer, je ne parle pas de l'oignon cuit. Je parle de l'oignon cru. Pour des enfants de 7 à 10 ans, ils peuvent consommer à partir de 100 grammes en montant. Et pour les adultes, c'est un minimum de 150 grammes. Et ça, cela dépend de la taille et du poids de la personne. De même pour l'ail, lorsque je parle de 1, je parle de la gousse. Je ne parle pas de l'ail tout entier, mais je parle de la gousse. Donc, une gousse, c'est-à-dire ceci, une gousse pour un enfant de 3 et 6 ans, et un peu plus pour les enfants de 7 à 10 ans, et pour les adultes à partir de 2 ou 3. Le poireau, la même chose, 50 grammes, 100 grammes, 150 grammes. Et très important, il est nécessaire de ne pas le manger à jeun. Pourquoi? Parce que cela peut causer de très grandes brûlures à l'estomac. Donc, soit on mélange l'oignon ou l'ail dans une cuisson, soit on le fait mariner dans du vinaigre. J'ai parlé de cela dans ma première vidéo. Comment faire des oignons marinés tout simplement. On peut la manger en salade. Maintenant, quelle est la nutrition que nous pouvons adopter de façon simple dans la vie de tous les jours? Parce que chacun a un emploi du temps plein. Premièrement, rappelons-nous toujours, il est nécessaire de penser à notre assiette équilibrée. C'est quoi une assiette équilibrée? Premièrement, les légumes doivent être colorés. Nous voulons de la couleur et de la couleur. Et à côté de cela, varier. Il ne s'agit pas de manger des choux tous les jours, il ne s'agit pas de manger des carottes tous les jours, mais varier. Une salade de carottes avec des pétersiles et de l'oignon qu'on mélange aujourd'hui, ou bien de la tomate. Donc, que ce soit vraiment varié. Pourquoi? Parce que les yeux aiment la couleur. Ensuite, le quart de l'assiette doit être composé de féculents. Pourquoi les féculents? Pour augmenter notre apport en fibres, optez pour des produits à grains entiers. Préférez préparer les pâtes de blé entier que de préparer des pâtes blanches. Ou bien préférez du riz brun au riz sauvage. Et l'autre moitié, l'autre quart de l'assiette doit être composé de protéines, tout simplement. Et la variété est grande. À un plat équilibré s'additionne des fruits. Privilégions les fruits entiers plutôt que les jus de fruits. Mais même si on veut des jus de fruits, privilégiez des fruits, du moins des jus que nous pouvons faire nous-mêmes avec des extracteurs de jus. Nous pouvons faire des jus de légumes, des jus de fruits, mais nous-mêmes.
Et je répète, l'assiette équilibrée est adaptée selon le besoin de chacun et selon l'état de chacun. Parce qu'une personne qui est malade, qui souffre de diabète, va orienter son assiette diététique ou bien son assiette équilibrée autrement qu'une personne qui est très sportive. Quelques recettes pour finir. Un instant. Quelques recettes pour finir. Bon, nous pouvons avoir au petit déjeuner un jus de légumes au moringa. Nous avons parlé du moringa dans les dernières vidéos. Vous pouvez aussi les écouter. Additionner à cela une bonne salade de tomates aux oignons et ail marinés avec du pain complet que nous pouvons faire maison. Ensuite, nous pouvons avoir au déjeuner un verre de jus de goyave au baobab. J'ai aussi parlé du baobab, de ses bienfaits dans les vidéos précédentes. Et à la salade, nous pouvons avoir une huile de coco à ail que nous pouvons faire nous-mêmes à la maison. Et comme repas, du riz à la sauce d'oignon. Enfin, comme petit snack, il est possible de faire des chips aux oignons avec du dip au poireau. Toutes ces recettes sont faites maison, donc pas commandées. Et enfin, le soir, pour manger léger, nous pouvons avoir une soupe au poireau, tout simplement. Pour faire un bref rappel, la dernière fois, nous avons parlé de ces différentes maladies, de l'anémie jusqu'au cancer. Mais sachant qu'avec une alimentation équilibrée et bien variée, nous pouvons pallier ou renverser le cours de certaines maladies. Pour les bien portants, nous pouvons éviter de les avoir en prenant conscience de notre responsabilité dans nos choix alimentaires. Oui, il est bel et bien possible de vivre sainement et en bonne santé. Cela dépend de la couleur de nos assiettes. Donc, je nous encourage chacun à avoir, même si on n'a pas un jardin, avoir tout simplement un petit pot où nous mettions 3 gousses d'ail, puis 2 oignons et puis notre poireau. Et manger cela en déposant sur notre pain, sur notre riz, cela nous poussera à manger le plus cru possible ces aliments alliums qui sont puissants pour notre santé. Donc, je nous remercie. Merci pour votre attention. Et on fait place aux questions. Merci beaucoup. Vous pouvez remettre vos micros. OK. Je vais commencer à lire les questions. Moment, un instant. Bon, on parlait de l'audio d'une personne. Vous pouvez remettre vos micros. OK, la première question. Les quantités à absorber, je n'ai pas bien compris, les quantités à absorber pour les adultes et pour les enfants, c'est par jour? Oui, c'est par jour. Pourquoi? Parce que le corps humain a besoin de du moins a besoin de sa quantité de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments par jour. Donc, il s'agit en fait, si on est malade, de remplir les réserves qu'on a, et si on n'est pas malade, tout simplement de maintenir une santé saine. C'est tout. Donc, c'est par jour. Je sais que lorsque je parle d'oignon cru, ça paraît bizarre, mais il y a différentes manières de consommer l'oignon. C'est pour ça que j'ai parlé en fait de ces recettes. Si on prend de la salade, on peut faire une bonne salade d'oignons et je vous assure que c'est bon, tout simplement. Il suffit de bien les mariner, de laisser reposer quelques temps et ce goût fort sera atténué en fait. À quel point doit-on cuire les aliments? Que ce soit cuit à la vapeur, bouilli ou frit pour conserver le maximum des nutriments. Bon, premier stade, si on veut des aliments, si on veut tous les minéraux ou bien toutes les vitamines de ces aliments, on les mange crus. Ça, c'est clair. Mais c'est pas, je ne conseillerais pas de manger 5 oignons crus, non. Mais maintenant, si je veux faire cuire l'aliment, je dois m'arranger à ce qu'il reste croquant. Parce qu'un aliment
mou, totalement mou, montre qu'il n'a plus rien en lui, en fait. Donc, l'essentiel, c'est de le faire cuire au point où il reste quand même croquant. Un peu comme la carotte. Si je fais cuire ma carotte, je vais m'arranger à ce qu'elle croque dans ma bouche. Mais si elle ne croque plus, c'est que je sais qu'elle n'a plus rien. Y aurait-il des mélanges que nous ne devrions pas faire car certains minéraux peuvent annuler, prévenir ou réduire l'absorption d'autres vitamines? Oui, j'explique. La manière la plus simple de mélanger ces aliments sont comme ceci. Les aliments de la même couleur travaillent ensemble. J'explique. L'orange travaillerait très bien avec, comment ça s'appelle là? Avec la banane. Elle travaille très bien avec du melon. Pourquoi? Parce que c'est une couleur, c'est un même groupe en fait. Donc, on n'a pas besoin de trop connaître ce qui est dans l'aliment. Il suffit juste de savoir sa couleur. Donc, si moi, je veux faire ma salade de fruits, je vais prendre ma mandarine, je vais la découper, je vais prendre la banane, je vais la découper, un peu de melon découpé et du jus de citron dessus. Là, je sais que toutes les vitamines vont travailler ensemble. Mais maintenant, si je me tourne vers du vert, je vais prendre par exemple du kiwi, je vais prendre, mélanger avec du concombre, parce que je mange aussi, et aussi comment ça s'appelle là, des citrons, mais les citrons verts. Donc, c'est comme ça en fait que moi je fonctionne, parce qu'il est plus facile de reconnaître les aliments par leur couleur. Donc, c'est-à-dire, pour répondre à ta question, pour mettre toutes les chances de mon côté, je cherche des aliments qui sont de la même couleur, c'est tout. Quelle quantité d'épinards je peux donner à un bébé de 10 mois pour faire son biberon au lait, si j'ai bien compris? C'est du PDG au lait, je n'ai pas bien compris. Mais je sais que bon, l'épinard n'a rien à voir à faire dans le biberon. Bon, moi, je fais en compote. Du moins, j'ai toujours fait ça en compote. Imagine-toi, ma quantité, c'est toujours le poignet de la main. Tu vois? C'est-à-dire, si je sais que l'enfant mange généralement bien, je prends une poignée de ma main et c'est ça, en fait, qui fait ma mesurette. Je n'ai pas besoin de prendre la balance 100 grammes et tout. Non, la poignée de ma main suffit pour l'enfant. Je sais que s'il mange bien, une poignée de ma main pour faire 2 repas et c'est tout. Et je mélange l'épinard avec autre chose. Ce n'est pas juste l'épinard sec ou bien bouilli, pardon. Je n'ai pas bien compris pourquoi les personnes avec les troubles de coagulation ne devraient pas consommer beaucoup d'aliments à l'ion. OK. En fait, les aliments à l'ion aident dans la fluidité du sang. C'est-à-dire, quelqu'un qui se blesse et qui saigne beaucoup, c'est quelqu'un qui justement, qui a un manque, qui a un trouble de coagulation parce qu'il saigne beaucoup ou une petite blessure. Maintenant, s'il consomme beaucoup d'aliments à l'ion, cela rend encore davantage son sang fluide, c'est-à-dire il va saigner davantage. Je ne sais pas si j'ai mieux expliqué. Et pour éviter justement cela, il est nécessaire de ne pas consommer en excès. C'est pour ça que chacun doit pouvoir regarder à son propre corps. Ça, ce sont des aliments qui ne tuent pas. Donc, ce sont des aliments que tu peux consommer un oignon et puis tu vois comment ton corps réagit parce que chacun réagit différemment. Donc, pour expliquer, c'est juste parce que l'oignon, l'ail, le poireau, tous ces aliments à l'ion fluidifient le sang. Et pour éviter un saignement exagéré, il est préférable de le manger en quantité modérée. Ensuite, avec quoi je peux mélanger pour qu'il ait tous les nutriments nécessaires à sa nutrition? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Quel est le milieu milieu alimentaire pour avoir une belle chevelure ou une belle peau? Le régime alimentaire, si j'ai bien compris. En fait, tout ce qui concerne la peau, les cheveux, je l'ai dit, parmi les vitamines et minéraux, on a le zinc.
du moins, la majorité des entreprises qui font dans les produits de cheveux se concentrent aussi dessus, comme la biotine aussi. Vous allez vous rendre compte qu'ils font la promotion des cheveux, mais en même temps avec ces produits à l'intérieur. Et c'est bel et bien possible de consommer ces produits dans nos aliments. C'est-à-dire, il suffit juste de garder ton assiette bien équilibrée, de veiller à ce que tes réserves soient suffisamment remplies et d'avoir un mode de vie tout simplement sain. Éviter le stress au maximum et je t'assure, tu remplis tes réserves et le reste suit. Avec quoi je peux mélanger les épinards? Bon, c'est varié. Bon, avec quoi est-ce qu'on peut mélanger les épinards? Si c'est pour un bébé, tu peux mélanger avec de la pomme de terre. Tout simplement, une pomme de terre cuite et puis avec juste un peu de jus de citron. Juste un peu, c'est-à-dire une cuillère à café du jus de citron et puis faire la compote et l'enfant consomme. Et puis, pour une personne qui est grande, si c'est quelqu'un qui mange de la viande, vous pouvez mélanger avec de la viande. Mais pour quelqu'un qui est un végétarien, ce que je fais souvent, c'est que je mélange avec de la carotte. Pourquoi? Pour avoir des couleurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, je découpe la carotte comme des morceaux de viande, je les garde croquants. Et je découpe la carotte avec les épinards et je mange avec soit mon petit couscous, ou bien ma patate douce, ou bien mon igname, ou bien mon manioc. Et la suite, pourquoi du jus de citron dans la compote de légumes? Le citron contient beaucoup de vitamine C et la vitamine C aide dans l'absorption du fer. En mangeant les épinards, on prend beaucoup de... Les épinards contiennent beaucoup de vitamines, que ce soit de la carotène, que ce soit de la vitamine C aussi, de l'acide folique, de la vitamine B9. Donc, les épinards contiennent du magnésium, du calcium et du fer aussi. Et pour que les globules rouges absorbent ce fer, il a besoin de la vitamine C. C'est-à-dire, quand je mange des légumes verts, je m'arrange à toujours mettre de la vitamine C au travers du jus de citron. Donc, ça aide tout simplement mes globules rouges à absorber le fer que je lui donne ou le magnésium que je lui donne. Donc, c'est un peu aussi comme la vitamine D qui nous aide à absorber le magnésium et le calcium. Je peux manger beaucoup de magnésium, de calcium, mais si je n'ai pas de vitamine D, ça ne me profite pas beaucoup. C'est dans ce sens-là que j'expliquais, en fait. Y a-t-il des alternatives au citron pour les légumes, par exemple? Des alternatives au citron? Oui, de l'orange. Il s'agit juste de prendre des aliments qui sont riches en vitamine C. Si, par exemple, tu as tes raisins, tu peux faire ton jus de raisin et puis tu verses un peu dessus. Tu vois, ou bien si tu as tes pommes, tu fais tes jus de pommes. La pomme contient beaucoup de vitamine C. Ou bien, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, l'oignon. L'oignon contient beaucoup de vitamine C, à savoir 12% de l'apport journalier de chacun. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, du moins dans le chat, il n'y en a plus. Je t'en prie. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez ouvrir vos micros et puis me les poser directement. Huguette, Oui, je t'écoute. j'aimerais te demander, est-ce que tu aurais des tips pour quelqu'un qui aimerait devenir végétarien, donc devenir petit à petit végétarien, pas brutalement, OK, pour quelqu'un qui aime beaucoup la viande? d'accord. Bon, je vais donner des types généraux, mais c'est encore mieux si la personne me contacte directement pour qu'on rende ça pratique. Bon, des types généraux, ce serait quoi? Si la personne mange, par exemple, 5 fois la semaine de la viande, commencez tout simplement à manger chaque 2 jours. Donc,
Si je mangeais le lundi, le mardi, le mercredi jusqu'au vendredi, je mange aujourd'hui le lundi et ensuite le mercredi, premièrement. Et faire cela même pendant 2 semaines, 3 semaines. Ensuite, pour quelqu'un qui, pour la suite, c'est remplacer la viande par des substituts, comme par exemple les grains de soja. Les gens qui sont véganes, ils utilisent beaucoup ça pour substituer la viande. C'est-à-dire quoi? Si je fais ma sauce avec des morceaux de viande, j'utilise justement ces grains de soja comme morceaux de viande. Il y a du moins on explique sur le paquet comment utiliser cela. Donc, ça donne l'impression à ma bouche que je mange de la viande, en fait. Ensuite, remplacer la viande le lundi par du poisson, tu vois. Ensuite, par de l'œuf. Donc, ça aide la personne, en fait, à éduquer sa langue autrement qu'il ne connaissait avant. Parce que sa langue ou bien son palais ne connaissait que la viande et que la viande est bonne. Et maintenant, en faisant ainsi, il éduque sa langue, son cerveau, sa tête, sa langue, son palais, ses dents à accepter autre chose. Et lorsqu'il le fait pendant 2-3 mois, je dis bien, ce n'est pas un truc d'une semaine, ça peut aller 3-6 mois même, ou carrément 1 an. Mais en faisant cela au fur et à mesure, il habitue son corps, en fait, à aimer ce qu'il mange. Parce que le truc, c'est que on aime la viande par culture, tout simplement. On a grandi avec et on aime la viande, on ne s'imagine pas vivre sans. Mais lorsque on éduque notre corps autrement, on se rend compte qu'en fait, on aime manger. Ce n'est pas juste la viande, mais c'est manger. On aime manger. J'aime sentir des morceaux dans ma bouche, mais je remplace ces morceaux par du soja. Je remplace ces morceaux par des carottes. Tu vois, des carottes croquantes. Mais l'essentiel, c'est vraiment apprendre à son corps à aimer ce qu'il est en train de manger. Donc, en général, c'est ça. Mais bon, si la personne veut rendre ça le plus pratique possible, peut me contacter directement en Inside Box. Voilà. Apport nutritif du tofu. Bon, le soja, le tofu, en fait, c'est du soja fermenté. Déjà, le soja, je peux faire tout un exposé dessus, mais disons simplement ceci, tous les produits fermentés sont très bons, s'ils sont bien fermentés naturellement. Tous les produits fermentés sont très bons. Tu comprends? Cela aide dans ton transit intestinal, et puis il y en a tellement, tu vois. Mais le truc, en fait, c'est quoi? Il faut savoir où est-ce qu'on va. Si quelqu'un dit je ne veux plus manger de viande, alors il y a un substitut. Mais si quelqu'un me dit, je veux diminuer ma quantité de viande, c'est autre chose. Ou bien l'autre me dit, je veux juste manger du poisson. Bon, le tofu, c'est appliqué particulièrement à des gens qui veulent des bonnes protéines, mais pas les protéines de viande, tout simplement. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Bonsoir, j'ai une question. Oui, bonsoir Manuela. Je ne sais pas si on m'entend. Ah, d'accord, Je super. t'entends. En fait, c'est qu'on a... Ah, super. On a grandi, en fait, dans la croyance que le couscous et la bouillie ne sont pas... Enfin, que ce sont bourratifs et qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Mais là, je viens d'entendre que tous les produits fermentés, du moins ceux qui l'ont bien été, sont bons. Est-ce que ça veut dire que la bouillie et le couscous de manioc, en effet, sont bons pour la santé? Oui, oui, bien. Je vais te donner un exemple simple. Je viens du Cameroun, tu vois, et lorsqu'on partait au village, en fait, on avait toujours l'impression qu'en allant au village, les gens ne sont pas mieux nourris. Mais je t'assure, quand je partais au village, je vois des enfants plus solides que moi, alors que leur plat n'était pas
n'était pas si volumineux ou bien si rempli que le nôtre, disons ça comme ça. En effet, le manioc, juste le manioc, pour moi, c'est une plante miracle. Elle joue tellement de propriétés dans les hormones, dans la lutte du cancer. J'ai rencontré des naturopathes qui conseillaient, à côté du manioc, l'igname. Ils donnaient l'igname comme comprimé aux cancérigènes. Je lui ai demandé, mais ça, c'est l'igname, non? Il dit que oui, ils doivent boire ça. Je lui dis que, mais pourquoi? Et il m'explique en fait pourquoi. Donc, je me suis rendu compte en fait que ce n'est pas tout ce qu'on connaît sur la nourriture qui peut être forcément vrai, mais vraiment, lorsqu'on parle de produits fermentés, ils sont bons pour la santé si ils ont été bien fermentés. Le manioc, le maïs, tout ça, c'est bon. Mais comme je dis, jamais en excès. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. Il y a une autre question? Et le bobolo? Eh bien, le bobolo, pour ceux qui souffrent de... Juste un tips. Pour ceux qui souffrent de problèmes intestinaux, tout ça, de problèmes intestinaux, tu vois, qui n'arrivent pas à aller rapidement au sel, les trucs comme ça, à côté de boire suffisamment d'eau et de bien se nourrir, il faut consommer du bobolo. Le bobolo, c'est tout simplement du manioc fermenté. C'est tout. Ça paraît bizarre, mais c'est ça. Le bobolo t'aide à avoir du moins du manioc fermenté, on va dire ça comme ça, t'aide à avoir un bon transit intestinal. Oui, sérieux. Donc, le bobolo à consommer, mais le tapioca n'est pas consommé, n'est pas fermenté. Quelle est sa valeur nutritive? OK. Je dirais ceci. Le tapioca est fait à base de manioc. D'accord? Et si cela est bien fait, en fait, c'est comme du manioc, mais transformé à une étape. Et non les spaghettis qu'on mange. Les spaghettis qu'on mange sont transformés à 5 étapes. Vous comprenez? Or, le manioc qui a été cultivé a donné le tapioca, a été transformé à une étape. Disons 2 maximum, s'il a été fait dans le rouge aussi, le manioc jaune, le tapioca jaune. Donc, moi, je conseille de manger même le tapioca. Ça paraît bizarre, mais ces aliments sont bons parce que j'ai vu des cancérigènes à qui on a prescrit des gélules d'igname, de manioc, de corosol. J'ai compris que nos aliments, du moins les aliments dans les pays chauds, sont importants. Il n'y a aucun aliment à négliger. Non, même pas le tapioca. Et oui, j'ai dit de façon modérée. Pourquoi? Parce que certains consomment le tapioca, et j'en connais, matin, midi et soir. Ça, ce n'est plus une alimentation équilibrée. Ça, c'est du bourratif, disons ça. Il est nécessaire d'avoir, on a parlé tout à l'heure de l'assiette équilibrée, d'avoir ses légumes, ses fruits et naturellement sa matière grasse. Donc, il est nécessaire d'avoir tout ça. Mais si on efface tout ça juste pour manger du manioc ou du tapioca toute la journée, ça, c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai dit de façon modérée. Il faut écouter son estomac. Quand on est rassasié, on arrête et il faut compléter avec des fruits et des légumes. Et aussi, je conseille vivement les jus de légumes. J'ai une amie, elle fait elle-même aussi déjà même ses jus d'oignon au curcuma avec de la carotte. C'est possible de le faire soi-même. Du pain, c'est possible aussi. D'accord? Donc, je nous encourage vivement, vraiment, à le faire nous-mêmes. C'est possible encore. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Voilà, il y a une question. Est-ce que le mélange, ma mère avait l'habitude, et moi aussi, de mélanger poireaux, oignons et ail, les écraser et garder au congélo. Je pense que la majorité le font et utiliser au fur et à mesure dans les repas. Est-ce que ce mélange est OK et garde le maximum de vitamines au moment de la cuisson ou après? Oui, c'est OK. En fait, il faut surtout veiller à la façon dont on cuit l'aliment. Si en le cuisant, il devient totalement marron, c'est-à-dire le mélange de ces condiments devient totalement marron, c'est qu'on a perdu quand même une grande quantité de ce mélange. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que même si au début, je cuis, je fais retourner mon oignon dans de l'huile, normalement, à la fin de la cuisson, lorsque j'ai éteint le feu sur la marmite, j'ajoute maintenant mes oignons, ail, ginger, poireaux crus et je ferme. Là, ça ne cuit plus, ça reste dans la vapeur de l'aliment, de la nourriture. Là, au moins, je sais que j'ai ma quantité d'aliments allium que je consomme cru, à côté du frais que je fais aussi extra en salade. Donc, cela peut aussi être une possibilité. Si tu utilises 3 oignons, utilisez au début de la cuisson 1,5 et maintenant à la fin de la cuisson 1,5. Là, c'est bon. Là, tu es sûr d'avoir le maximum de ton côté. Est-ce qu'il y a une autre question? Et je voudrais aussi donner une dernière astuce à chacun. Par exemple, je ne sais pas si vous avez la possibilité de faire germer des graines. Les graines, par exemple, de moutarde, les graines de poireaux ou bien l'oignon. Lorsque vous arrivez à le faire, c'est bel et bien possible. On n'a pas besoin d'avoir un jardin pour cela, même dans sa cuisine. Lorsque cela germe et que vous mangez peut-être votre pain, au lieu de manger juste du pain avec du beurre ou avec juste des œufs, découper ces plantes, cette petite plante qui ont germé. Parce que lorsque la plante est petite, elle contient le maximum de nutriments, le maximum. Vous pouvez prendre cela et déposer sur votre pain tartiné ou chargé, je ne sais pas quoi, vous déposez en grande quantité, la quantité de minimum votre poignée de main. En cette quantité, vous mettez sur votre pain et vous mangez. Là, vous êtes sûr au moins d'avoir comblé un maximum de besoins alimentaires pour cette journée. Et je le conseille de le faire très fréquemment. Cela va vous aider, surtout dans ces temps-ci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez ouvrir vos micros ou bien me dire non. OK. Huguette, Oui? est-ce que boire des légumes écrasés, donc des légumes sous forme de jus, est-ce que ça remplace un repas complet? Parce que parfois, je fais des mélanges ici à la maison. Donc, je fais parfois épinards, pousses de gingembre et citron. Et avec de l'eau, ça me fait en général 1 litre à 1,5 litre. Est-ce que ça remplace un repas complet, par exemple? Non. Non. OK. Et il faudra ajouter quoi, par exemple? OK. Je t'explique. Si, par exemple, tu as fait ce jus, tu vois, disons que ça remplit tes réserves si tu en manques, tu vois. Imagine bien l'assiette équilibrée que j'ai parlé tout à l'heure. Il est nécessaire d'avoir des fibres, d'avoir ces protéines, d'avoir ces minéraux, ces vitamines. Tout ça est nécessaire pour ton corps, pour mon corps et pour le corps de tout le monde. C'est nécessaire. C'est-à-dire, si je prends juste du jus de légumes, je n'ai pas de protéines, tu vois. Je n'ai pas suffisamment de fibres parce que si je considère juste les épinards avec, tu as parlé du gingembre,
ce n'est pas suffisant, tu vois. Je dirais, ça peut être peut-être ton petit déjeuner, si tu veux, par rapport à toi, tu comprends, mais Oui. ça ne peut pas. Oui, vas-y. Non, je t'écoute, je t'écoute. Ah oui, mais ça ne peut pas remplacer un repas. Et cela dépend toujours de ce que tu as devant toi, en fait. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être végétarienne? Est-ce que tu veux être végane? Est-ce que tu veux manger moins de viande? Selon l'orientation que tu te donnes, il est nécessaire d'adapter ta nutrition par rapport, tu vois. Parce que lorsque le corps est en manque, si pendant 3 jours, tu prends juste ce jus, je prends en général, donc ce n'est pas juste toi spécifique. Si pendant 3 jours, quelqu'un prend juste ce jus, le corps va aller dans ses réserves, puiser ce qu'il n'a pas. Ça va marcher pendant un temps. Mais après, il va te redemander tout ce que tu ne lui as pas donné. Et cela sous forme de maladie ou bien de carences, des cheveux qui tombent, des ongles qui se cassent, des lèvres qui sont fendues, et puis des maladies de peau, des maladies auto-immunes. Donc, tout peut apparaître d'un coup, tu vois. Je ne vais pas, disons que j'ai eu le cas d'une personne qui, j'ai entendu parler d'une personne qui disait que non, l'homme est fait pour manger juste des noix. Ce n'est qu'un exemple que je donne. Et puis, il mangeait rien que des noix. Et c'est clair, il était très mince. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il est décédé de cancer de l'estomac. Tu vois? Pourquoi? Là, disons que le thème est très grand. Tu vois? Mais en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que il ne faut pas juste caler le corps, caler son corps dans un seul truc. Je bois juste des jus de fruits. Je ne dis pas que c'est ton cas, je dis en général. Je parle pour tout le monde. Donc, il ne faut pas se caler. Donc, je bois juste des jus de fruits ou bien je mange juste tel truc. Non, le corps va entrer dans des carences ailleurs. Et c'est ça qu'il ne faut pas. C'est pour ça que ton assiette doit être remplie de couleurs. Ça doit être appétissant pour ta bouche, beau pour tes yeux. Donc, vraiment, ça doit être bon de manger, en fait. Donc, en général, je dirais ça comme ça, mais pour ta question spécifique, non, ce n'est pas suffisant. D'accord, merci. Je t'en prie. Huguette, est-ce qu'il y a une séance pratique de prévue, à savoir où tu nous feras la cuisine et tu nous montreras Oui. comment préparer Oui, de bons plats de manière saine? oui, c'est prévu. La prochaine vidéo, je ferai des bons plats avec des aliments à Lyon pour le mois prochain. Ce sera ça la prochaine vidéo. Tu as anticipé. Super. Bon, Est-ce j'ai que tu as encore 2 questions. Je vais lire. Quelle est la meilleure manière de préparer? Je ne sais pas, je n'ai pas bien compris. Je suppose de préparer les aliments. Moi, j'ai, disons, 2 manières. Premièrement, à la vapeur. Je suis pris un petit vapeur et lorsque je fais mes légumes, je les cuis à la vapeur. Lorsque je fais mes féculents, que ce soit manioc, igname et tout ce qu'on peut imaginer, patates douces, bobolo, je les fais aussi dans le cuit-vapeur. Il y a aussi, j'ai aussi une autre méthode de faire et cela, je vais vous montrer dans d'autres vidéos que lorsque je vais faire la cuisine, je vais vous les montrer. Donc, la meilleure manière de faire cuire les aliments, ce n'est pas les mettre dans l'eau. Et il y a aussi un autre truc, pas de cocotte minute. Parce que, et j'explique, la cocotte minute met les aliments sous une pression, une si haute pression que toutes les liaisons moléculaires dans l'aliment se cassent. C'est vrai, l'aliment cuit vite, mais il n'a plus rien, vraiment plus rien. Mieux vaut encore faire cuire l'aliment longtemps. Mon haricot, par exemple, frais, c'est-à-dire lorsque j'achète frais, pas en boîte, je le trempe la veille pendant 8 heures de temps, c'est-à-dire si je veux préparer le lundi, le dimanche à 19 heures, il est dans de l'eau avec un peu de vinaigre et du sel et un peu de citron.
Je le laisse dormir. Le lendemain, je le mets dans mon cuit-vapeur. Il va cuire pendant 45 minutes. Et après, je le mets au congélateur et je peux l'utiliser selon mon besoin. Ça, ce n'est qu'un exemple. Donc, c'est possible d'éviter la cocotte minute. Et pour les viandes qui sont très dures, vous pouvez faire pareil. Tremper la veille et le lendemain, mettre dans un cuit-vapeur. Mais cela, vous devez couper les morceaux de viande un peu plus petits. Et c'est tout. Donc, évitons au maximum la cocotte minute. L'autre question, quels aliments devons-nous consommer afin de renforcer notre système immunitaire? Merci pour la question. J'ai parlé de ça dans ma vidéo la nutrition et le système immunitaire. C'est sur mon site internet ou bien sur ma chaîne YouTube. Mais je peux parler de quelques aliments. Tous les aliments contenant la vitamine A, de la vitamine C, de la vitamine B, sont très importantes pour le renouvellement des cellules, c'est-à-dire aussi pour notre système immunitaire. Et il est important de pratiquer une activité physique. Je ne dis pas de courir, de faire 200 km, non. Je dis même si c'est juste marcher rapidement. S'il y a certains qui ont mal au dos, ils ne peuvent pas courir ou bien qui ont mal au genou. Donc, marcher, s'exposer au soleil, aller dans la forêt, avoir de l'air pur, sortir des maisons, même si c'est juste se mettre dans une forêt, s'asseoir sur un banc et rester là 30 minutes. L'air frais, l'air frais, l'air frais. C'est très important. Très, très important aussi pour notre système immunitaire. Donc, en général, manger des aliments riches en vitamine A, C, B, avoir sa vitamine D, et cela, c'est dehors au soleil, et rester aussi beaucoup à l'air frais. D'autres questions, quelle est la meilleure manière de préparer les endives? C'est quoi ça? Moi, je ne sais pas ce que c'est que les endives. Est-ce que tu peux mettre ton micro et puis tu m'expliques ce que c'est? Sinon, tu peux m'écrire en inbox, comme ça, je pourrais mieux t'expliquer. Est-ce qu'il y aurait une autre question? J'ai encore une question. Oui, vas-y. Excusez-moi. Et ma question, en fait, va un peu dans la même direction que celle de Manuela. Est-ce que tu as prévu d'organiser des workshops pratiques? Donc, je ne sais pas, louer une salle et puis avec quelques tables, des invités et des légumes pour donner quelques cours de cuisine. Donc, qu'on vienne là sur place, bien Oui, évidemment payant. en fait, j'avais pensé à ça parce qu'on m'avait beaucoup parlé que ce serait aussi, ça va les aider pratiquement à toucher les légumes, les fruits, les trucs comme ça. Mais avec la situation actuelle, il est presque impossible de le faire, vraiment. Parce que les locaux veulent encore fermer. Donc, tout le monde sait ce qui se passe actuellement. Donc, c'est ça qui rend la présence physique difficile. Raison pour laquelle j'ai parlé de le faire online dans ma prochaine vidéo. En fait, le but de la prochaine vidéo, c'est rendre toute sa pratique. Comment préparer le plus sainement possible et faire une vidéo dessus. Tu vois, et éduquer les enfants à l'intérieur, de manger le plus sainement possible. C'est-à-dire de la cuisson jusqu'à cueillir son fruit ou bien son légume, à éplucher ou pas éplucher, à quand consommer avec la peau et pas avec la peau. Donc, ces vidéos arrivent, mais pour la présence physique, ce n'est malheureusement pas encore possible à cause de la situation actuelle. D'accord. Oui. Et puis, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais seulement donner un mot de fin. Je voulais vraiment vous encourager, vraiment nous encourager à être content de manger, de bien manger. Donc, pas devant la télé avec des chips qu'on ne connaît pas la couleur, on ne sait pas d'où ça vient et d'appuyer dans la bouche. Non. Mais il s'agit de manger. Si vous voulez des chips, vous pouvez faire des chips aux oignons, c'est possible. Vous pouvez faire des chips de tomates, c'est possible.
ou bien faire vos pains maison avec les enfants, ou bien même seul. Donc, c'est possible de manger sain. Le plus sain possible, c'est celui qu'on fait à la maison soi-même. Je dis bien, ce n'est pas que j'impose que vous le fassiez de cette manière, mais le plus possible, c'est le meilleur pour votre santé, pour notre santé. Et comme Annick a écrit, elle a dit justement que les chips de choux sont délicieux. Et c'est vrai, c'est délicieux. Donc, je vous dirais merci de m'avoir honoré par votre présence. Vraiment, merci beaucoup pour les questions. Cela m'a enrichi aussi davantage. Pour les endives, je vais regarder sur le net. Tu peux m'écrire directement inbox et puis je vais regarder sur le net pour voir à quoi ça ressemble et je te réponds. Merci beaucoup aussi, Géraldine. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine, mais surtout, restez en santé. Au revoir. Ok, merci. Au revoir. Au revoir.